conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Dans le deuxième épisode de La Fée du Pistil, nous avons découvert les manigances de cette main enfant de l'empereur chinois. Découvrons désormais ce qui se trame dans la suite de ce conte et faisons vite connaissance avec cette mystérieuse Fée du Pistil. Au petit jour, l'empereur, accompagné de sa main droite qui croyait au miracle du plan de l'auriculaire, sortit de son pavillon de verre. Cela faisait tellement longtemps que sa majesté ne s'était tenue sur ses deux jambes que les mandarins lui firent porter des roseaux fléchissants pour se tenir un brin. L'hiver était encore là, comme la pluie verglaçante avait recouvert les branches de prunier d'une gangue de givre. De cette enveloppe de glace se mirent malgré tout à éclore des fleurs de prunier, un pistil et 5 pétales. Spectacle merveilleux de la naissance répétée sur chaque branche des quelques 10 000 pruniers que comptait le jardin de ce palais de l'Empire du Milieu. Au centre de ce spectacle de glace, l'empereur se sentait finalement dans son élément, le verglas imitant l'écrin de verre auquel il était tant habitué. Les mandarins s'affairaient à faire en sorte que des eunuques soutinssent l'empereur, ployant sous son poids. Mais la grande partie des eunuques était affairée ailleurs, comme le goûteur de l'empereur les avait mandé quérir pour la préparation de son thé, quelques cuillères de givre du matin sur les tuiles vernissées d'une pagode éloignée. Les préposés au thé firent frissonner l'eau sans la bouillir, cueillirent une fleur de prunier qu'ils déposèrent délicatement sur l'eau chaude qu'on avait versée dans une tasse du meilleur goût. Alors le goûteur approcha ses lèvres de la tasse et sirota une petite gorgée du breuvage, afin de s'assurer que l'eau était bien l'eau du givre du matin récoltée sur les tuiles vernissées d'une pagode éloignée, et que la fleur de prunier ne constituait pas un poison déguisé. Le thé était délicat et avait un vif parfum d'hiver et une douce saveur de printemps. Il pouvait être servi à l'empereur avec force cérémonie. Les mandarins firent apporter le thé encore fumant à l'empereur, qui faisait toujours sa balade avec ses 5 fils manuels dans le jardin. Sa majesté ne fit pas de cérémonie, ne prit pas le temps de sentir le vif parfum et la douce saveur du thé. Son gosier fut d'une traite réchauffé par l'eau brûlante qui glissait au fond de ses entrailles encore chaudes, malgré le froid vivifiant du matin. La fleur de prunier qui aromatisait le thé resta toutefois accrochée aux papilles de la langue de l'empereur. La fleur se mit soudain à grossir et grossir, si bien que la bouche de l'empereur ne put bientôt plus la contenir. Et alors qu'il la recrachait pour extraire ce drôle de corps étranger, l'empereur se changea en prunier, un prunier au tronc noueux, duquel jaillirent 5 branches volubiles qui se mirent à déclamer des poésies par toutes les fleurs qui bourgeonnaient et éventraient l'arbre aux 4 coins de son écorce. Dans le même temps que ce spectacle merveilleux, qui faisait de l'empereur un arbre parmi d'autres au milieu de ce jardin de pruniers, la fleur de prunier, qui avait grossi et que sa majesté avait recraché d'un air dégoûté, se changea en une jeune femme radieuse et lumineuse. Son corps était fait du pistil de la fleur. Les étamines et les 5 pétales qui retombaient élégamment formaient une élégante toilette qu'on eût dit d'une princesse. Devant les yeux ébahis des 5 doigts qui étaient devenus des branches poétesses et qui n'avaient pas encore eu le temps de se remettre de la merveille qui avait frappé leur tronc de père, apparaissait la fée du pistil. Mais la merveille ne s'arrêta pas là. La fée souffla tout d'un coup sur ses doigts, comme pour les réchauffer, et leva les mains vers le ciel en psalmodiant quelque étrange formule incompréhensible pour les mandarins, les eunuques et les historiographes. Les 5 frères, qui constituaient désormais les 5 branches d'un méditatif prunier, n'eurent pas le temps de s'habituer à leur courte existence de poétesses chantant les vertus du printemps.
La fée du pistil posa ses mains chaudes sur l'écorce de chacun d'eux, et ils se changèrent aussitôt en 5 magnifiques hommes, quoiqu'ils aient gardé de leur existence de doigts, leur taille respective et leurs prénoms. Le temps pour eux de découvrir leur tête, chacun de leurs doigts, chacune de leurs 2 mains, le temps pour eux de découvrir leur corps longiligne prolongé par 2 jambes, le temps de comprendre que chacun d'eux pouvait vaquer à ses loisirs sans devoir compter sur l'autre des doigts, la fée du pistil remit à chacun d'eux un éclat de verre de l'ancien pavillon qu'elle venait de briser. Elle ajouta à ce présent la défense d'ivoire sculpté pour le pouce, le disque de jade troué d'un carré pour l'index, la bufflonne tout étonnée de se retrouver dans le jardin de prunier pour le majeur, la dent en or de l'empereur pour l'annulaire. Comme elle n'avait rien à offrir à l'auriculaire du fruit de leur manigance, elle décida de lui offrir une prune qui avait eu, entre-temps, le temps de mûrir, comme cet épisode merveilleux qui parut durer quelques secondes s'étala en réalité sur 2 saisons. Chacun des 5 frères, épris de liberté, prit la route chacun de son côté, et les mandarins, qui avaient fait lancer les eunuques à leur poursuite, ne retrouvèrent jamais la trace, ni de l'homme pouce, ni de l'homme index, ni de l'homme majeur, ni de l'homme auriculaire. Comme les mandarins et les eunuques étaient occupés à toute autre chose, la fée du pistil fit construire un trône avec des nuages et de la vapeur de thé, trône qu'elle fit placer au centre du palais, comme elle était devenue l'impératrice de l'Empire du Milieu. Le trône de nuages et de vapeur de thé permettait à la nouvelle impératrice de soulever parfois ses longues jupes de pétales pour laisser échapper sa longue queue, qui eût tout gâché de ses impériales ambitions si elle avait été révélée. La prune fut longtemps mâchée par l'homme auriculaire qui parcourait les mers jusqu'au jour où ses dents heurtèrent le noyau, qui n'était pas un noyau comme les autres. Alors qu'il avait à ses trousses les mandarins et les eunuques, il découvrit dans son embarcation de fortune ballottée par les flots que le noyau n'était rien d'autre qu'une boîte, et que cette boîte, qu'on ne pouvait ouvrir, n'était rien d'autre qu'un casse-tête chinois. Aucune serrure, aucun mécanisme évident ne permettait de comprendre comment ouvrir cette petite boîte. Ce n'est qu'au terme d'un long périple, à travers les mers et les océans, ce n'est qu'au terme d'un tour complet de la terre, alors qu'il échappait à la poursuite des mandarins et des eunuques, que l'homme auriculaire comprit comment déclaveter et découpiller l'inextricable boîte. De cette petite cassette qui avait si longtemps ruminé dans sa bouche cave, l'auriculaire put enfin extraire le cadeau de la fée du pistil, devenue désormais impératrice. Une pelote de longs poils de queue de renarde. C'était la 3e et dernière partie de La Fée du Pistil, un conte imaginé, écrit et lu par Wilfried Merklen. J'espère que cette histoire, inspirée par mes séjours en Chine et par mes rêveries, vous a plu. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires. Ça se passe toujours sur laqueuedulézard.com, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, également sur la chaîne YouTube La Queue du Lézard. À bientôt!